Je passe la parole à Sophie Vanish. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup de m'avoir proposé de discuter de la Révolution française dans ce contexte du XXIe siècle et de montrer que, dans une certaine mesure, peut-être n'est-elle pas complètement terminée et qu'il est possible de la réouvrir. Pour la réouvrir, je crois qu'il faut partir de l'imaginaire qui est le plus souvent colporté, à savoir que notre système représentatif est directement issu de cette Révolution française, et donc travailler la Révolution française, c'est finalement travailler les origines du système représentatif. Je pense que c'est en partie vrai, mais en partie seulement, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce petit moment « Vox Populi, Vox Dei, compter des voix ou faire entendre sa voix » de 1789 à 1799, parce qu'il se trouve que dans la période de la Révolution française, cette question de la représentation et de sa légitimité est absolument en débat, et que le débat n'est clos que dans la période thermidorienne et directoriale, et qu'il est clos d'une manière qui a été évoquée ce matin, en sachant que la bourgeoisie n'est pas démocrate, et il est clos en confisquant la possibilité de voter aux gens les plus démunis, mais également finalement clos avec la possibilité pour le pouvoir directorial d'utiliser finalement des coups d'État quand le vote n'est pas satisfaisant. Et donc quand on parle d'héritage révolutionnaire, peut-être qu'il faut resituer quel moment révolutionnaire et un peu, dans une certaine mesure, conflictualiser ces moments pour essayer de repérer ce qui s'est joué dans cette période de la Révolution. Alors, Vox Populi, Vox Dei, c'est bien sûr un adage. C'est un adage qui est loué d'une manière extrêmement forte par Danton en 1792, qui affirme que c'est l'adage républicain par excellence. Dans cette affaire de Vox Populi, Vox Dei, en fait, il y a toute une longue tradition dont la Révolution française hérite, qui est la tradition janséniste, où ce qui est affirmé, c'est que le Dieu, ou Dieu, est désormais caché, et que le roi n'est plus compétent pour faire entendre la voix de Dieu, voire qu'on ne lui reconnaît plus cette compétence, et que le seul groupe capable de faire entendre la voix de Dieu dans la société, c'est le peuple. Et donc, dans une certaine mesure, avec l'effacement de la voix du roi, il y a une sorte d'avènement de la voix du peuple, avant même la Révolution française, du côté de la nécessité d'avoir une présence divine dans la société. Alors bien sûr, c'est des racines théologiques, mais elles sont arc-boutées à l'histoire de la Révolution française, parce qu'il ne faut pas oublier que si les États généraux sont transformés en Assemblée nationale constituante, c'est parce qu'à un moment donné, un certain nombre de curés, d'évêques, ont pris la décision de se mettre du côté du tiers-État, et donc de renoncer à un certain régime de vote par ordre, pour aller vers un régime de vote par individu, mais aussi en travaillant d'une manière délibérative extrême les conditions de ce vote. Et dans cette question du vote délibératif pour ces théologiens, eh bien, en fait, on va faire référence à toute une série de précédents eux-mêmes théologiques dans des conciles où on rappelle que dans des conditions récurrentes, eh bien, c'était l'ensemble des petits du concile et non pas des grands du concile qui a permis de tenir une politique conciliaire satisfaisante. Et donc, il y a des références qui sont assez constantes, références où on affirme qu'il faut effectivement reconnaître la voix du peuple comme la seule voix de la vérité. Et donc il y a quelque chose qui se joue d'une manière qui est assez métaphysique. C'est-à-dire que la question du vote, ce n'est pas une question matérialiste de compter simplement des individus, c'est aussi de savoir si par cette procédure du vote, on va pouvoir ou non atteindre la voie de la vérité. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas simplement la question de la volonté générale, c'est comment on imagine que la vérité peut se frayer un chemin dans une situation révolutionnaire. Et de ce point de vue-là, la période 1789-1793 est extrêmement confiante parce qu'elle a la conviction, enfin les différents acteurs de cette période ont la conviction qu'effectivement le peuple est compétent pour dire la vérité parce qu'il est capable de sentir ce qui est juste et injuste pour des raisons qui sont des raisons, dans une certaine mesure, de physique politique. Je m'explique. Cette physique politique, elle est élaborée, par exemple, de manière argumentative, de manière assez forte par quelqu'un comme l'abbé Sieyès, et c'est bien, effectivement, en tant qu'abbé, pas simplement en tant que Sieyès, tel qu'il existera après de manière plus réactionnaire. L'abbé Sieyès affirme que chacun sent dans son corps s'il est ou non opprimé, et que quand il sent qu'il est opprimé, il y a quelque chose qui se ranime en lui, et qui lui donne le devoir de résister à l'oppression.
Mais il va plus loin. Il affirme que non seulement le droit du fort et le droit du faible sont équivalents, mais que le droit du fort, en tant qu'il est capable d'opprimer le faible, ne fait justement pas du vrai droit, alors que la résistance à l'oppression, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, fabrique toujours du droit légitime. Et donc on a là quelque chose qui est fondé sur le corps et sur la sensibilité des corps, à savoir où est le juste et l'injuste, en tant qu'on se sent en tant qu'individu opprimé ou non. C'est au fondement de ce qui va dans l'article 2 de la Déclaration de 1789 permettre d'affirmer que la résistance à l'oppression est un droit inaliénable et sacré. Ce droit inaliénable et sacré, il vient bien sûr légitimer éventuellement toutes les insurrections qui ont précédé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi toutes celles qui sont à venir. Et il y a effectivement un jeu entre le passé et le présent. Ce qui fait que dès les débuts de la Révolution, à la fois on reconnaît la nécessité d'avoir élu et de même surveiller si les pouvoirs ont bien été attribués aux bonnes personnes, puisque c'est quand même le démarrage des États généraux. On reconnaît la valeur du vote, on a organisé des assemblées primaires. Dans ces assemblées primaires, on a lu les cahiers de doléances, on a débattu, on a eu des fêtes autour de tout ce qui concernait ce vote pour les États généraux. Et en même temps, on met en place très très vite l'idée qu'il y a une autre légitimité nécessaire, qui est celle de la résistance à l'oppression. Si on va plus loin dans l'analyse de ce qu'a été cette résistance à l'oppression, il faut se déplacer jusqu'en 1793 sur la manière dont on fabrique les énoncés de résistance à l'oppression. C'est à ce moment-là des énoncés qui sont extrêmement importants pour comprendre justement la place du vote par rapport à la place de cette résistance à l'oppression. D'abord, la résistance à l'oppression n'est plus un des droits parmi les autres, on affirme qu'il est la conséquence de tous les autres droits de l'homme. La résistance à l'oppression est la conséquence de tous les autres droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère que la résistance à l'oppression est ce qui permet de toujours être une sorte de veilleur, de manière à ce que le pouvoir, tel qu'il vient d'être décrit comme pouvoir qui peut capter la souveraineté, ou pouvoir qui peut donc opprimer dans ce contexte-là, eh bien, soit toujours surveillé par tous les individus qui composent le corps social, et qu'ils ont la responsabilité de maintenir la liberté dite comme non-domination dans les commentaires. C'est pas comme ça que les révolutionnaires parlent, mais mettons qu'on prenne ce vocabulaire. Et c'est pour ça que la résistance est la conséquence des autres droits de l'homme. Ensuite, ça va être déployé. Ce qu'on affirme, c'est que le corps social est opprimé si une seule personne est opprimée. Donc il y a une réciprocité du droit qui est telle que chaque individu possède la responsabilité de défendre le corps social. Mais chaque individu est concerné par cette réciprocité, à la fois en tant qu'il peut être opprimé ou en tant qu'il peut veiller à ce que personne soit opprimé. Si une seule personne est opprimée, le corps social est opprimé. Quand le corps social est opprimé, il revient à chacun de s'insurger. Et en conséquence, il y a nécessité d'affirmer que l'insurrection n'est pas simplement un droit, et le mot devoir est le seul moment où il apparaît dans cette déclaration de 93. Le devoir de s'insurger est nécessaire pour faire en sorte que le corps social ne soit pas opprimé quand une personne est opprimée. Donc il y a une responsabilité collective qui se met en place autour de cette question du droit et de la manière dont on se sent opprimé ou dont on voit quelqu'un être opprimé, ou un groupe minoritaire être opprimé, et qu'il y a la responsabilité individuelle et de groupe à défendre la société en tant qu'elle doit demeurer libre. Et en conséquence, pendant toute la période révolutionnaire, on va avoir conjointement la légitimité du vote et la nécessité de ne pas faire confiance complètement à la représentation pour effectivement être sûr que la liberté ne soit pas aliénée. Et donc on maintient constamment l'idée d'une résistance à l'oppression nécessaire comme veille. Et cette veille est quelque chose qui finalement est la seule garantie de la liberté dans cette société révolutionnaire. Donc c'est un point extrêmement important, parce que finalement c'est une manière de donner une légitimité à des tas d'autres manières d'exercer sa souveraineté. On a parlé ce matin de délibération, de groupes qui peuvent être des groupes locaux, on a parlé de syndicats parce qu'on était sur le 19e siècle. En l'occurrence, pour la période de la Révolution française, il s'agit des sociétés populaires, des sociétés fraternelles, des assemblées primaires elles-mêmes, de tout l'appareil d'espace public démocratique qui se met en place et qui sont les lieux d'une délibération intense. Quand les thermidoriens vont parler de la période dite de la terreur, ils vont déplorer un peuple constamment délibérant.
Ils ne vont pas déplorer le vote universel, ils vont dire il y avait un peuple constamment délibérant. Et un peuple constamment délibérant, pour les thermidoriens et le directoire, c'est l'horreur. Et donc la question du vote, finalement, c'est une question qui est quasiment marginale, parce que c'est un moyen parmi d'autres pour exercer sa souveraineté. Et en particulier, il y a des moments où on considère que c'est même extrêmement dangereux. On considère que c'est dangereux quand les conditions d'apaisement nécessaires autour du rituel du vote ne sont pas réunies. Il va y avoir des arguments extrêmement forts de quelqu'un comme Robespierre, par exemple, au moment où les Girondins réclament l'appel au peuple, c'est-à-dire le fait qu'on demande au peuple de voter sur la question du jugement du roi. Et en fait, ce qui se joue dans l'appel au peuple, c'est effectivement la mise en balancement de l'insurrection du 10 août, c'est-à-dire le fait qu'on ait renversé la monarchie, et du vote. Ce que dit Robespierre, c'est que c'est l'insurrection qui a jugé le roi, et vouloir même fabriquer un procès, c'est remettre la révolution en litige. Ce que veulent les Girondins, c'est redemander sous la forme du vote aux gens de prendre la décision de se débarrasser ou non du roi à nouveau, et de le faire éventuellement avec avoir à choisir entre l'exil et la mort. Ce que dit Robespierre, c'est que c'est une décision qui est beaucoup trop lourde, et que l'insurrection doit suffire, et quand un peuple s'est insurgé, il y a à reconnaître la légitimité de son acte, et il n'y a pas à renouveler par une sorte de procédure ritualisée qui peut être manipulée. Et donc il y a la conviction que le peuple, certes, détient la voix de la vérité, mais qu'on peut aussi le troubler, comme on peut manipuler effectivement les affects, et que la question de l'oppression, c'est quelque chose qui est sensible. Alors si on est un peu pervers, et si on peut effectivement manipuler les affects, il y a des conditions qui peuvent conduire à un vote qui serait une maldonne. Et donc le refus vraiment très intense de l'appel au peuple, c'est le refus d'un vote qui serait en fait la manière de remettre en litige l'insurrection. Et donc on voit que dans ce moment, qui est quand même un moment d'une très grande intensité politique, il y a bien quelque chose qui se joue dans le balancement entre le moment insurrectionnel et le moment du vote. Et pour autant, la période de la Révolution française est une période où on donne un pouvoir extrême à ceux qui fabriquent la loi, donc aux législateurs, représentants, dans un système qu'on peut qualifier d'extrêmement légicentré, c'est-à-dire où il s'agit effectivement de toujours repasser par l'Assemblée, mais où le dialogue entre l'Assemblée et le pays est extrêmement ritualisé par toute une procédure d'adresse, de pétition, de documents qui sont envoyés à l'Assemblée, de choses qui circulent entre le haut et le bas d'une manière extrême, et avec comme outil constant de surveillance et d'action qui reste cet outil de la résistance à l'oppression. La question qui va se jouer, c'est de savoir si ceux qui utilisent l'argument de la résistance à l'oppression sont vraiment des veilleurs qui maintiennent la liberté, ou sont des factieux qui veulent détruire la révolution. Ce qui fait que la question n'est pas réglée pour autant. Elle n'est pas réglée parce que si on a affaire à des factieux, eh bien, dans une certaine mesure, on pervertit le droit. Et si le droit est perverti, si la vérité historique est falsifiée, alors on est parfaitement démuni. Et dans une certaine mesure, je pense que vous avez tous entendu parler plus ou moins de la mélancolie de Robespierre. Bien, la mélancolie de Robespierre, c'est le moment où il constate cette aporie. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, tant qu'on était convaincu que le peuple était capable de dire la vérité dans les assemblées, dans les pétitions, etc., et qu'il était compétent pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme, il y avait une certaine tranquillité. Mais quand on constate que dans la lutte des factions, eh bien, il peut effectivement errer d'une manière extrême, alors on se rend compte qu'on n'a pas vraiment d'outils. Voilà. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, on passe à une troisième catégorie d'action, qui est la question des institutions civiles. Les institutions civiles, c'est ni l'insurrection ni le vote, c'est la possibilité pour des groupes sociaux d'organiser des manières d'être au monde qui permettent de maintenir les valeurs républicaines, de maintenir la sensibilité révolutionnaire et républicaine, et de faire en sorte que, du coup, les individus qui doivent rester ces veilleurs pour que la liberté ne soit pas confisquée, eh bien, puissent être plus solides face aux adversités qu'ils vont rencontrer. Et cette question des institutions civiles, elle se joue au moment des victoires, au moment où on a le sentiment qu'enfin, selon l'expression de Saint-Just, la révolution va pouvoir entrer dans les mœurs. Et donc ce qui est annoncé, c'est l'idée qu'il va falloir fabriquer les mœurs, ou en tout cas entretenir les mœurs républicaines, et que ni le vote ni l'insurrection ne sont suffisants pour fabriquer une société de liberté. Je crois que je vais m'arrêter là.
Ils sont très forts, ils respectent vraiment le temps. J'ai rien besoin de dire, incroyable. Donc je passe la parole à Bertrand Guest. La transparence et l'écran, le vote en régime représentatif. Merci beaucoup Chantal Crène et merci aussi à toute l'organisation des Reclusiennes. J'apporte 2 rectifications rapides à la présentation. Je suis donc doctorant en littérature générale et comparée. D'habitude, c'est plutôt l'inverse qu'on oublie. Voilà. Et donc, pour situer un peu d'où je parle, je travaille en thèse sur une comparaison littéraire, linguistique, de 3 écrivains du XIXe siècle que je traite donc comme écrivains dans la mesure où ils produisent des textes, mais qui sont, pour 2 d'entre eux, plus classiquement lus comme des géographes, Humboldt et Reclus.